On Ça y dirait. est, on est en ligne. Alors, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou quand vous arrivez, pour qu'on soit sûr que vous soyez bien en direct. N'hésitez pas à nous dire où vous habitez, comme ça nous fait voyager pendant cet atelier. C'est toujours sympa. Oui. Bonjour d'Ardèche, super. Provençal sous le soleil. Rochefort, le Cantal, Nîmes, super. Le soleil. Ah, les Nîmois en force, Calvados. Parfait. Charente-Maritime, Cantal. Albi, les Vosges. Bon, bah, super. Eh bien, parfait. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier de trajectoire tourisme. Donc, pour ceux qui découvrent ce format pour la première fois, ces rendez-vous de 45 minutes donc, sont gratuits et ont pour objectif de vous faire découvrir et de vous donner des clés et des conseils vraiment pratico-pratiques sur des outils, sur des techniques, des logiciels. Donc, on commence aujourd'hui une nouvelle série d'ateliers qui vont porter sur le thème de la photographie. Si vous avez raté les ateliers précédents, sachez que tous les replays sont disponibles sur notre site internet. Donc, on avait fait une série d'ateliers déjà sur optimiser sa présence sur le web et sur tous les outils collaboratifs. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Trajectoire Tourisme pour revoir tous les replays. Cette nouvelle série d'ateliers sur le thème de la photographie donc, sera animée par Florian Legel de Logitourisme. Donc, Logitourisme qui est un organisme de formation spécialisé dans le tourisme. Et Florian est un consultant formateur qui est spécialisé dans tout ce qui est multimédia, donc la photo, la vidéo, le web. Et il est également réalisateur et vidéaste. Alors, avant de commencer cet atelier, comme toujours, on fait un petit point technique pour que ces 45 minutes se passent bien chez vous. Tout d'abord, si vous avez des problèmes de son, si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à vous reconnecter avec le navigateur Chrome et utiliser de préférence un ordinateur, parce qu'on voit que ça fonctionne beaucoup mieux. Vous avez également plusieurs onglets que vous avez à votre droite. Donc, le chat pour nous faire un petit coucou, nous dire s'il y a un petit souci. L'onglet questions pour poser toutes vos questions. Donc, on va essayer de répondre au maximum de questions. Si vous voyez des questions qui ont été déjà posées et qui vous intéressent, vous avez la possibilité de la liker. Vous avez un petit triangle, vous verrez. Et le dernier onglet à votre disposition, c'est l'onglet sondage, puisqu'on va vous interroger, on va vous demander votre avis très rapidement dans cette présentation. Voilà. La dernière petite fonctionnalité qui peut vous aider, vous avez une petite cloche en haut à gauche, ce qui vous permet de désactiver le son des notifications. Parce que vous allez voir, dès qu'il y a quelqu'un qui écrit, vous avez une petite sonnette. Donc, n'hésitez pas à la désactiver pour que tout se passe bien. Et puis, pour rappel, voilà, il y aura le replay qui sera disponible et également la présentation, le PDF là, qui vous est montré à l'écran sera disponible après ce live. Eh bien, écoute, Florian, je te laisse la parole. Eh bien, merci. Bonjour à tous et bienvenue pour cette formation, cette première formation autour de la vidéo et des astuces vidéo. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu les différentes parties qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dans une première partie, on va voir un petit peu les bases de la photographie qui sont un petit peu nécessaires finalement pour maîtriser et faire des visuels qualitatifs. On verra après comment trouver l'inspiration dans ces photos pour faire quelque chose d'intéressant. Et on entrera dans le vif du sujet ensuite avec, avec deux différentes parties. Donc, comment réussir ses photos en intérieur et comment réussir ses photos en extérieur, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va tout de suite commencer par un petit sondage avec les bases techniques de la photographie. Donc, pour le sondage, la question c'est quel type d'appareil photo utilisez-vous, tout simplement. Donc voilà, pour répondre, vous avez l'onglet sondage.
Donc, est-ce que vous utilisez plutôt des réflexes, bridge ou hybride ou un smartphone ou un autre outil? Je vois que ça monte. Alors, ça y est, ça évolue plus trop. Donc on est à 50, un peu plus de la moitié des personnes utilisent un boîtier réflexe quand même. Je vois que c'est un peu plus partagé maintenant. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui utilisent à la fois smartphone et boîtier réflexe. Ok, donc on est assez partagé. 70% en tout cas des personnes utilisent un smartphone. Donc rassurez-vous, de toute façon, c'est une présentation pour les deux. Ok, bon, moi ça me permet de voir un peu qui utilise quel type d'appareil. Alors on va faire tout de suite une petite rétrospective justement de ces différents appareils. Donc tout d'abord le smartphone. Alors il faut savoir que le smartphone a différentes forces, que vous connaissez sans doute. Donc déjà c'est toujours dans la poche, c'est assez pratique à sortir, donc on l'a toujours sur soi. C'est plutôt facile à utiliser, il y a souvent une bonne taille d'écran. Et il faut savoir qu'il y a généralement maintenant, la plupart des smartphones permettent de prendre des photos qualitatives, si tant est qu'il y ait assez de lumière. Donc, par contre, en termes de faiblesse, on aura une mémoire qui sera assez limitée par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Il y aura une faible autonomie quand même, et pas forcément on n'arrivera pas à faire forcément des bonnes photos de bonne qualité en basse lumière. Donc ça, c'est un peu le point faible du smartphone. À côté, on a tout ce qui est GoPro ou équivalent, les petites caméras embarquées. Donc il faut savoir que ça, on s'oriente plus sur de la vidéo pour ce type d'interface, mais il faut savoir qu'on peut faire des photos aussi avec ça. Donc là, on va être sur quelque chose d'un peu plus solide, d'étanche, avec peut-être un petit peu plus d'espace de stockage, mais en tout cas, ça reste quelque chose avec une faible autonomie, et ça reste quand même assez peu utilisé pour de la photo basse lumière. C'est un peu le point faible également. Et ensuite, on a tout ce qui est boîtier réflexe, appareil photo réflexe, bridge, hybride, où là, bien sûr, c'est conçu pour, donc on aura une très bonne qualité d'image, des contrôles de mise au point, etc., etc., des meilleurs réglages photo. Par contre, le point faible de ça, c'est qu'à côté de ça, bien sûr, c'est plus gros, plus lourd, donc forcément moins discret, et il y aura plus d'accessoires à transporter. Alors, la première chose qui va nous intéresser pour des photos qualitatives, que ce soit en intérieur ou même pour des paysages en extérieur, ça va être de bien choisir son objectif photo. Alors pour ceux qui utilisent un appareil photo réflexe, je vous encourage à investir dans un grand angle, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir de la profondeur et de la surface sur votre photo. Plutôt que d'avoir par exemple un appareil photo qui n'englobera pas tout l'espace finalement disponible de votre pièce. Je pense notamment aux intérieurs où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace, le grand angle va vous permettre justement de globaliser votre vue et de faire quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc on parle d'un objectif grand angle pour un objectif qui est entre 8 et 35 mm à peu près. Donc ça, cette référence, vous allez le retrouver justement sur l'objectif, justement, c'est écrit directement dessus. Pour ceux qui utilisent un smartphone, il faut savoir que sur smartphone, l'appareil photo intégré sur votre smartphone est plutôt grand angle par défaut. Mais vous pouvez encore augmenter cet effet avec ce qu'on appelle des objectifs rajoutés. Donc vous avez des marques comme Pixter par exemple ou Amir qui proposent des kits assez intéressants, pas très chers. Et donc moi j'en ai ramené un ici pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez ceci. Voilà, donc là celui-ci par exemple c'est la marque Pixter. Donc il y a différents objectifs que vous pouvez visser sur une petite épingle, une petite accroche comme ceci, qui va vous permettre de faire différents effets. Donc vous avez tout, vous avez du macro, vous avez des choses un peu plus type fisheye pour faire un effet boule, comme on peut voir sur les GoPro, et celui-ci, en l'occurrence, c'est le grand angle pour les smartphones. Alors, tout simplement, il suffit de l'appliquer sur l'appareil photo du smartphone, on vient rajouter l'épingle ici, comme ceci, et voilà. Et là, vous voyez qu'on est en position, et on peut prendre sa photo en mode grand angle. Voilà pour la petite parenthèse sur Pixter. Hop. Donc vous voyez, pour les réflexes et pour les smartphones, dans tous les cas, il y a une première possibilité, c'est d'utiliser des objectifs grand angle. Alors à côté de ça, je vous encourage aussi à investir dans un trépied, donc que ce soit pour smartphone ou pour boîtier. Il faut savoir que maintenant, il existe même des adaptateurs qui vous permettent de mettre votre smartphone sur un trépied qui est fait à la base, qui est conçu pour les boîtiers réflexes. Donc ça va permettre pour vous d'être plus stable et de pouvoir travailler votre composition, travailler votre photo, et pas être obligé de rebouger à chaque fois entre les prises. Vous voyez directement ce que votre photo rend à l'écran.
On en reparlera juste après dans une deuxième partie. Alors, comment tenir son réflexe pour éviter le flou de bouger, en tout cas quand on n'a pas de trépied? C'est simple, on va mettre ces deux mains collées ici contre les coudes, on va mettre une main sous l'objectif et une main comme ceci, prête à déclencher. Pour les smartphones, ça va être un peu la même position, on va essayer d'être à l'horizontale. Donc bien sûr, si on prend des photos à destination d'Instagram, ce sera au format carré. Dans tous les cas, on reste comme ceci en position, prêt à déclencher. Alors, un autre conseil que je peux donner, mais ça j'y reviendrai également, c'est de ne pas zoomer et de ne pas utiliser le flash, parce que le flash va avoir comme effet, comme tendance d'écraser un peu, d'aplatir votre photo, et vous aurez des reflets très peu qualitatifs. Et bien sûr, si vous zoomez sur smartphone, ça va en fait zoomer finalement dans votre image, puisque ce n'est pas un zoom mécanique, et donc vous allez finalement perdre en qualité en zoomant sur votre smartphone. Alors, une autre astuce très intéressante que sans doute quelques-uns parmi vous connaissent, c'est la fameuse règle des tiers. Donc, c'est un principe photographique qui va rajouter une grille en fait sur votre photo. Donc, vous avez possibilité de rajouter cette grille, que ce soit sur votre réflexe ou sur votre smartphone, dans les paramètres. Vous pouvez intégrer cette grille à votre prise photo et ça va vous permettre de situer l'horizon et de cadrer votre sujet. Ça va vous aider en fait dans votre composition photographique. Et on appelle donc les points qui relient ces lignes horizontales et ces lignes verticales des points de force. Ce sont des points qui vont refléter la dynamique de votre image. Donc il faudra en fait essayer de rapprocher votre sujet important de votre image sur un de ces points de force pour pouvoir dynamiser votre photo. Bien entendu, ce n'est pas une règle en soi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de travailler sur la symétrie, et dans ce cas-là, ce ne sera pas une règle applicable. Mais dans la plupart des cas, ça va en tout cas vous permettre de garder des horizons bien droites, d'avoir une photo structurée. Alors, je vous encourage également à plutôt travailler sur des couleurs chaudes que froides. Dans les milieux touristiques, c'est ce qui attire l'œil. On est instinctivement plus attiré par des visuels chaleureux que des visuels tournés vers les couleurs froides. Alors, comment faire pour ça? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la balance des blancs, aussi bien sur smartphone que sur boîtier réflexe, qui va vous permettre justement d'ajuster cette température de couleur, qui est la balance des blancs. Donc par défaut, c'est en automatique. Moi, je vous déconseille fortement d'utiliser l'automatique, puisque, alors en photo, c'est pas encore trop gênant, mais par exemple en vidéo, si vous filmez, eh ben, il suffit que le soleil change, qu'il y ait des nuages qui arrivent, et peut-être que votre balance des blancs va changer en cours de route, et donc vous aurez vraiment un résultat qui ne sera pas très qualitatif. En tout cas, le conseil que je peux donner sur cette balance des blancs, c'est de ne pas aller trop vers les bleus ou pas trop vers les jaunes, puisque sinon vous serez bloqué en post-production pour retoucher votre photo. Vous n'aurez plus la main. C'est-à-dire que si vous avez un visuel trop jaune ou trop bleu, ça va être compliqué de revenir sur quelque chose d'un peu plus neutre derrière. Alors que si vous partez d'un visuel plus neutre, eh bien là, vous aurez tous les choix possibles en retouche. Donc je vous ai mis ici un petit exemple où on peut comparer justement deux balances des blancs différentes. Donc vous voyez tungstène à gauche et lumière naturelle à droite. Vous voyez que pour la lumière naturelle, qui correspond finalement à une photo qu'on prendrait en extérieur, ça correspond peut-être plus à ce qu'on attend d'une destination touristique ou d'un milieu en tout cas attractif. Vous voyez qu'il y a une petite teinte un peu chaleureuse qu'on ne retrouve pas dans le mode tungstène. Donc je vous encourage en tout cas à utiliser cette balance-là. Alors, on va passer maintenant à la phase « Trouver l'inspiration ». Vous pourriez me demander comment faut-il finalement, que faut-il faire pour avoir de bonnes photos? Eh bien d'abord, il faut savoir que la photo elle va jouer un rôle important dans la diffusion de messages et qu'une photo bien réussie, c'est une photo qui génère de l'émotion. Et cette émotion dans une photo passe par l'empathie. Donc c'est pour ça qu'il faut donner dans une photo du sens, de l'humain et des références de votre destination touristique. Ça, c'est très important de donner du sens et de l'humain. Une photo sans trace d'humain, donc quand je dis humain, c'est pas forcément une personne entière, ça peut être un symbole humain, quelque chose qui reflète une présence humaine en tout cas. Donc dans tous les cas, je vous encourage à générer de l'humain dans vos visuels, pour générer du sens et aussi des références sur votre destination touristique. Alors, je vous propose 4 idées pour trouver l'empathie dans vos visuels. Ça peut être une promesse, ça peut être une tendance, l'histoire de votre lieu, de votre offre, ou une expérience. Donc, si on prend le cas de la promesse, là, vous voyez que sur ce visuel, on s'attend, en tout cas si on achète un séjour là-bas, à être bien servi. Donc ça,
ça peut être une première piste. Une deuxième piste, l'expérience. Donc là, en photo, on va partager une expérience. Ça peut être une activité physique, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose que vous proposez sur votre territoire. En tout cas, quelque chose qui va permettre à vos internautes de s'identifier à ce visuel. Ensuite, ça peut être une tendance. Donc là, on est plutôt à destination d'Instagram, par exemple, mais pas seulement. Ce sont des visuels plutôt design qui vont vous permettre d'avoir de créer un peu d'engagement, en fait, avec vos internautes. Donc là, c'est un exemple comme un autre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du flat lay. Le flat lay, donc c'est une tendance qu'on retrouve sur Instagram et qui permet justement d'avoir quelque chose de très esthétique. Donc là, je vous ai donné un exemple de ce que c'est. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des objets, donc c'est pas forcément de la nourriture, hein, ça peut être juste des objets, mais très structurés, de façon très symétrique ou très bien répartis sur une table, pour faire en sorte que l'ensemble en fait soit graphiquement très intéressant. Et enfin, bien sûr, votre histoire. Donc là, je parle plus pour les photos d'intérieur. Vous pouvez mettre en avant l'histoire du lieu finalement, puisque ça pourrait permettre de générer ce qu'on appelle le storytelling avec les personnes qui seraient intéressées par le lieu. Donc vous racontez finalement votre histoire aux futurs clients ou aux clients que vous avez déjà. Et ça, c'est quelque chose qui marque les esprits. En tout cas, j'insiste là-dessus, mais générer des visuels qualitatifs, ça passe aussi par intégrer de l'humain. Imaginez une seconde le visuel de droite sans personne au tab, vous verrez que la photo n'aura pas du tout le même impact. Il faut vous demander aussi les valeurs transmises. Par exemple, la photo de gauche, on imagine que c'est des valeurs transmises plutôt liées à la famille. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Il faut penser aussi en termes de valeurs de marque pour les restituer dans des visuels cohérents. On va peut-être prendre des petites questions s'il y en a. Oui, alors pour l'instant, je pense que vous avez écouté attentivement, mais si vous avez des questions, je vous rappelle, vous avez l'onglet questions. Peut-être que c'est clair. N'hésitez pas à nous le dire, même dans le chat, en mode c'est tout bon. Vous pouvez continuer. Ça a l'air plutôt clair. Oui, très clair. Ok. Ah, parfait. Bon. Eh bien, super. Bon, je pense que tu peux continuer alors. Ok, là, je continue. Alors, on fera la deuxième phase des questions à la fin. Alors, on va commencer à rentrer dans le dur avec comment réussir ces photos d'intérieur. Alors, déjà, pour réussir ces photos d'intérieur, il faut pouvoir se projeter dans le visuel. Ça, c'est très important. Donc, il y a pas mal d'endroits, de gîtes, etc., de destinations touristiques qui utilisent des photos drones. C'est très bien, les photos drones, ça permet de situer où est-ce qu'on va faire son voyage, par exemple, mais à moins que votre clientèle soit des personnes qui volent, ne pourront pas s'identifier à la situation puisque ça ne correspond pas à leur vision naturelle. Alors que, par exemple, si on compare avec le visuel qui est juste à droite, là, clairement, c'est un endroit où on pourrait déjà être. Donc ça va contribuer à permettre cette projection dans le visuel, en fait. Donc voilà, ça c'est un premier élément clé, et c'est vraiment très important de se projeter, de pouvoir se projeter dans le visuel. Demandez-vous toujours si vos cibles vont pouvoir se projeter dans votre visuel. Ensuite, il faut déjà avoir une offre de qualité. C'est quelque chose d'important pour éviter justement ce type de mauvaise expérience où on se retrouve un peu dans un taudis entre deux poubelles. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport au storytelling, c'est-à-dire que quand vous racontez une histoire, il faut faire attention à ce que votre discours soit véridique. C'est-à-dire que si vous mettez une photo qui ne reflète pas du tout votre offre et que vous avez des clients qui viennent et qui se rendent compte de ça, ça va vous faire bien plus de mal que de bien. Donc faites attention à ça et à préparer votre destination. Alors, comment on fait de belles images? Ça passe déjà par la mise en scène. On va d'abord essayer de créer de l'espace. C'est-à-dire que si on compare les deux visuels, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que la version d'après, la photo de droite, est quand même plus qualitative puisqu'elle, déjà, il y a plus d'espace. Donc là, ça revient sur le fait que je disais qu'il faut un grand angle. Donc là, il y a eu l'utilisation du grand angle, bien sûr. Et on voit que le lieu a été mis en scène un petit peu. Donc selon Brian Chesky, donc c'est un peu le fondateur d'Airbnb, il faut pouvoir créer justement plus d'espace pour que le client il prenne ses aises un peu comme s'il était déjà dans le lieu, visuellement. Ça, c'est très important. Donc on est toujours dans cette notion de projection.
À côté de ça, pour réussir ces photos d'intérieur, c'est ce que je disais au tout début, il faut éteindre le flash. Donc là, vous voyez, il y a quand même un sacré reflet du flash, et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Hein, on veut un résultat qui permette l'identification, donc il faut faire attention à ce type de reflet très peu qualitatif. Alors réussir ces photos d'intérieur, c'est pas forcément prendre que des grands espaces, ça peut être aussi prendre des photos de détail. Et je reviens sur le fait que je disais de placer de l'humain, et bien là justement ça va permettre d'apporter quelque chose, une valeur supplémentaire à vos visuels, un cachet peut-être, quelque chose qui reprend vos valeurs de marque et qui va intéresser d'autant plus vos internautes. Alors bien entendu, réussir ces photos d'intérieur, ça passe par la préparation, ça passe par le rangement. On n'a plus envie de voyager dans un lieu qui est rangé qu'un lieu en bazar. Donc ça paraît évident, mais faites attention à tout ce qui traîne, tout doit être pensé, tout doit être préparé. Réussir ces photos d'intérieur, ça passe aussi par la stabilisation de la photo. Donc si vous utilisez un trépied, vous pourrez justement travailler votre visuel de façon optimale, puisque ça va vous permettre de revenir sur votre photo sans avoir bougé d'angle. Donc vous allez pouvoir travailler vraiment chaque élément. Et l'idée, là, ça va être vraiment de mettre en scène le mobilier et les objets de la pièce pour permettre de les mettre en valeur. Et comment on arrive encore plus à les mettre en valeur? Eh bien, généralement, on va se situer un peu en dessous de la taille humaine. C'est-à-dire qu'on va généralement mettre notre trépied, ou en tout cas, si vous n'avez pas de trépied, nous, on va se baisser un petit peu, pour se mettre à 1 mètre du sol, et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, en fait, vous aurez des visuels qui vont vraiment ressembler à ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur des magazines déco. Donc ça, c'est une astuce supplémentaire qui permet d'insister sur les courbes de votre pièce naturelle et qui va permettre d'améliorer justement le rendu de vos photos, de vos visuels. Alors, réussir ces photos d'intérieur, ça passe par la prise de vue aussi. Et donc, c'est pour ça que la règle des tiers va contribuer à cela, c'est-à-dire que grâce aux lignes verticales et horizontales, vous allez pouvoir situer les lignes directement. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris quand je passe sur le... Non, on ne voit pas. Alors, en hauteur, vous voyez bien les poutres apparentes. Donc, vous voyez que là, on voit clairement des lignes définies sur la photo. Il faut savoir que chaque photo a des lignes plus ou moins définies. Donc là, on voit très bien que la photo est très bien stabilisée. Elle ne penche pas sur la droite, elle ne penche pas sur la gauche. Les lignes verticales et horizontales sont bien verticales et horizontales. Tout est aligné et c'est parfait. C'est le type de visuel qu'on recherche. Alors, maintenant, je vais vous susciter un petit peu pour répondre. À votre avis, est-ce que cette photo correspond à nos attentes? Est-ce que cette photo est optimale? Alors, je vous laisse répondre oui, dans le chat. Oui, dans le chat, vous pouvez mettre oui, mettre non. À votre avis? C'est plutôt non. Est-ce qu'avec cette photo, vous pensez que vous allez pouvoir attirer beaucoup de monde? D'accord, alors je ne vois pas assez d'espace, trop sombre. Non. Bon, je laisse un petit peu de temps pour les autres. Et donc, dans ce cas-là, si pour vous, ce n'est pas satisfaisant, qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant? Qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas envie de venir dans ce lieu? Céline dit tout. Ok. Éclairage pas mis en valeur, trop jaune, alors effectivement, bien vu. Eh bien oui, effectivement, là on n'est pas du tout dans ce que j'ai dit juste avant. Hein. Bon, c'est bien, on a pas mal de bons élèves aujourd'hui. Donc on a un cadrage plutôt banal, hein, qui ne change pas de l'ordinaire, on ne met pas en valeur la pièce, une pièce qui a l'air quand même relativement grande. Là, on se rend bien compte que le photographe s'est mis plutôt proche du lit. Et en tout cas, il n'a pas utilisé un grand angle. Le lit est défait, la couette est toute fripée, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de notion humaine, hein, on ne voit pas de traces humaines, d'activité humaine, et on a pris la photo, bien sûr, à hauteur d'homme. Ce qui fait que la photo est plutôt penchée, en plongée, ce qui a tendance à dévaloriser finalement le visuel. Alors, j'ai pas l'adresse du lieu, malheureusement, désolé. Alors, maintenant, autre exemple. Alors, à votre avis, cette photo, même question, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous auriez envie de venir visiter, ou en tout cas, vous rendre dans ce lieu?
Alors, on voit beaucoup de mieux. Et dans ce cas-là, pourquoi, à votre avis, ça fait effet? Pourquoi la magie opère? Si vous pensez que c'est mieux. La lumière, Claire qui répond la lumière, mieux proportionné, la déco, plus d'espace bien rangé. Alors effectivement, des bons élèves aujourd'hui. Ah, mince, comment ça se fait? Ça a bougé. Ah. Alors effectivement, c'est un lieu beaucoup mieux mis en forme. On voit que là, tout a été pensé pour que le visuel soit agréable à regarder et donne envie, comme si on y était déjà, finalement. Vous voyez, les lumières sont allumées, comme si on venait d'arriver en soirée, etc., qu'on n'avait plus qu'à s'installer, finalement. Donc on voit qu'il y a un alignement vertical, on suit les courbes, on voit qu'on a utilisé la règle des tiers, les lampes sont allumées, les poubelles sont dissimulées, il n'y a pas de câble visible, tout est nickel, le lit est bien fait, les oreillers sont arrangés. Voilà, il y a un petit peu de déco, une télé, une télécommande. On voit qu'il y a une certaine harmonie qui se dégage de cette photo. Voilà pour le petit exemple. Alors, pour résumer cette partie de la photo d'intérieur, il faut d'abord privilégier la mise en scène. C'est primordial, c'est important, en plaçant un petit peu d'humain sur ce visuel, la propreté et le rangement bien sûr, et surtout travailler la lumière. Ça veut dire que si vous avez un lieu sombre, finalement ça ne donnera pas envie. Donc pour ça, il y a des astuces. Si vous ne pouvez pas utiliser un réflexe, en tout cas si vous êtes sur smartphone, puisque je vous ai dit de ne pas utiliser le flash finalement, il suffit d'augmenter ce qu'on appelle les ISO. ISO, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire normalement sur tous vos smartphones et qui permettent d'augmenter un petit peu la luminosité. Donc bien sûr sans le faire de façon trop insistante, puisqu'après là vous allez griller votre image tout simplement. Alors les petits détails pour charmer effectivement, c'est-à-dire qu'on ne prend pas que des photos globaux d'une pièce, on va prendre aussi des éléments de détail du décor, et on va essayer de valoriser les extérieurs quand on en a, et donner de la vie à vos photos, tout simplement. Si vous pouvez même prendre des personnes en action, ce sera toujours un plus. Alors, on va peut-être faire une petite partie, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées. Alors, on a Julie qui demande comment arranger des vestiges ou des vieux monuments plus ou moins attractifs. Des vestiges. Alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question, parce que si c'est déjà attractif, pour arranger une photo, de façon générale. Peut-être prendre sous quel angle on peut valoriser des vestiges, un bout de colonne. Ah, d'accord. J'imagine que c'est peut-être ça. Je ne sais pas si Julie. Je viens de comprendre. Pour les ruines historiques, peut-être. Des ruines historiques. Ah oui, alors là, c'est un cas très particulier. Pour les ruines historiques, donc là, on est loin des photos d'intérieur. Là, c'est encore quelque chose. Donc là, effectivement, les courbes, ce ne sera pas pareil. Là, il faut essayer d'analyser le lieu en lui-même, le décor, et d'essayer d'analyser où sont les courbes. Est-ce que c'est sur les pylônes qu'il y a des lignes droites? En tout cas, essayer de trouver un endroit où il y a ces lignes, verticales ou horizontales, et essayer de les faire correspondre à notre ligne de la règle des tiers sur notre visuel. Une fois que c'est fait, on essaye d'avoir un certain angle attractif et toujours placer de l'humain, bien entendu. Alors après, on a Pascal. Quel réglage pour éviter un intérieur jaune? Un intérieur jaune. Eh bien ça va surtout se faire en post-production. On va pouvoir régler notre balance des blancs, c'est-à-dire que sur les logiciels de retouche, après, vous pouvez augmenter les bleus et diminuer les jaunes de votre photo, tout simplement. Mais c'est toujours mieux, si vous pouvez gérer la luminosité directement à la prise, c'est toujours mieux que de penser finalement que c'est pas grave et qu'on pourra le faire en retouche. Toujours essayer de privilégier une prise de qualité avec une bonne lumière. Donc bien sûr, si vous n'avez pas le choix, après il y a la retouche, mais toujours essayer de privilégier la prise. Une question de Laura. Quelle différence entre les prises de vue ou vidéos de manière horizontale et verticale en termes de qualité, facilité de traitement par la suite? Alors ça ne change pas grand-chose, hein, sachant que la règle des tiers s'adapte, en fait, que ce soit horizontal ou vertical. C'est plutôt après dans l'utilisation.
des moods. Donc, c'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt sur un format vertical qui revient à la mode pour l'utilisation sur smartphone. Après, il y a quelque chose aussi qui est très utilisé, ça va être plutôt un format carré qu'on retrouve sur Instagram et qui permet de ne pas vous embêter de passer d'un format à l'autre. Sachant que les photos, l'origine de la photo, c'est plutôt un format 4/3. On arrive sur des formats 16/9 qui donnent quand même plus de liberté parce que finalement, quand vous prenez une photo en 16/9, donc un format plus rectangulaire, comme les dimensions de votre écran finalement, d'ordinateur, ça vous permet de couper comme vous le souhaitez finalement après en post-production. On a 2 questions concernant la question du droit à l'image pour les personnes qui sont prises en photo, que ce soit adultes, enfants. Alors pour le droit à l'image, donc bien entendu, il faut un accord des personnes qui sont prises en photo. En tout cas, si vous ne les connaissez pas ou qu'elles ne sont pas internes à votre organisme, vous devez leur demander l'accord. Donc ça peut être soit elles se font filmer et vous récupérez leurs coordonnées, puisque ces personnes-là doivent toujours savoir où sont leurs données les concernant, ou alors directement sur papier, bien sûr, en signant et en datant. On va faire une dernière petite question, puis on passera à la deuxième partie, toujours de Julie, sur la manière de valoriser les intérieurs de monuments qui ne peuvent pas forcément être mis en scène. Ça dépend quel type de bâtiment c'est. Alors, si on ne peut pas faire de mise en scène, là, c'est directement à la prise qu'il va falloir essayer de trouver un angle particulier. Donc ça passe sur différentes choses. Donc déjà, la règle de tiers, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les ruines. Et après, ça peut être aussi l'angle vertical, c'est-à-dire que on va pas être à hauteur d'homme, on va essayer de se mettre à 1 mètre du sol, peut-être même moins, peut-être même un petit peu plus qu'1 mètre. On va essayer de trouver un angle un peu atypique qui va justement valoriser notre lieu. Une dernière question avant qu'on passe à la 4e partie d'Audrey. Si les personnes sont internes à l'organisme, doit-on faire signer un droit à l'image? Alors, si c'est des personnes du même service que vous, normalement, il n'y a pas... en fait, normalement, une preuve vidéo suffit. Voilà, puisque vous êtes dans le même organisme, normalement, vous avez dû signer quelque chose à votre arrivée. Ça dépend des contrats, ça dépend des types, mais maintenant, de plus en plus de personnes, que ce soit en CDD ou en CDI, c'est inscrit dans le contrat. En tout cas, si ce n'est pas le cas, au cas où, il vaut mieux toujours faire signer quelque chose. Qu'on retrouve la trace de cet accord-là. C'est bon ? Je pense qu'on peut passer, puis on reviendra à la fin. On aura encore une phase de questions, donc pas de souci. On prendra ce temps. Ça marche. On va passer aux photos extérieures. Alors déjà, il y a pas mal de règles avant de passer à cette partie qui se rapportent aussi aux photos d'extérieur comme en photos d'extérieur. Donc, je parlais de la règle des tiers. Ça, c'est valable aussi bien pour les photos d'intérieur que les photos d'extérieur, bien sûr. Alors déjà, on va plutôt privilégier le format paysage que le format portrait, ou alors il faut vraiment que ça s'y prête bien pour le format portrait, parce qu'on va avoir un angle beaucoup plus large et on va pouvoir cropper, c'est-à-dire recadrer en fait notre image comme on le souhaite. C'est pour ça que je disais que le format 16/9 est intéressant pour ça. On va pouvoir permettre un recadrage intéressant. Donc ça, c'est une première chose. Alors voilà, pour revenir à cette fameuse règle des tiers, vous voyez que là, si on prend l'exemple de la tour Eiffel, elle est centrée sur l'image, sur une des règles, et sur ce que j'appelais tout à l'heure les points de force. Et ça va vraiment dynamiser votre visuel. Donc là, je vous ai mis un exemple au format horizontal et au format vertical. Vous voyez que les deux sont valables, et ça, vous avez juste à l'activer. Ça permet vraiment de valoriser vos visuels. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle, je pensais que c'était intéressant de vous parler de ça, du point de fuite. Et c'est de ce point de fuite, justement, que va naître une impression en fait, d'infini. C'est-à-dire que peut-être que dans vos décors d'extérieur, peut-être que dans vos destinations touristiques, vous pouvez avoir ça. Donc généralement, ce qui marche très bien, c'est surtout en automne, c'est on va dans des forêts, dans les sentiers, et en fait, on voit une sorte de point d'infini qui s'éloigne avec les arbres. Donc là, en l'occurrence, dans les deux visuels que je vous ai montrés, vous voyez qu'il y a une sorte d'impression d'infini qui se crée dans ces visuels parce qu'on voit toutes les courbes de la photo qui vont dans la même direction. Toutes les lignes directrices de la photo vont. Donc pour le visuel de gauche, par exemple, c'est au milieu bas. Pour le visuel de droite, c'est à droite. Il y a ce qu'on appelle
une certaine impression d'infini. Ça, c'est un point de vue intéressant qui permet de valoriser, de faire des visuels un peu autrement, finalement. Alors, je voulais vous parler aussi des heures dorées. Donc, il faut savoir que la lumière, c'est un critère très important en photo, je dirais même le plus important. Hein, c'est ça qui va faire que vous aurez une belle photo ou non, la lumière. Et vous n'aurez pas la même lumière en fonction de l'heure de la journée à laquelle vous prenez la photo. Il faut savoir que tôt le matin et plutôt au coucher du soleil le soir, on a une lumière très très intéressante qui est plutôt très douce et dorée. C'est pour ça qu'on appelle ça les heures dorées. C'est un moment vraiment qui permet de prendre des photos magnifiques, tout simplement. Donc là, je vous ai mis 2 exemples de ce que ça pourrait rendre. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que vous allez prendre des visuels qui se démarquent finalement de ce qu'on peut trouver un peu partout. Donc pour ça, vous avez des applications qui vous permettent de savoir quand ont lieu ces heures dorées en fonction de où vous êtes, comme Golden Hours et Sun Position Map, qui propose carrément une carte directe en fait, pour visionner la course du soleil. Donc c'est assez intéressant, ça, les heures dorées, et vous aurez vraiment un résultat très esthétique que vous pourrez même mettre et partager sur Instagram en plus de vos sites. Alors, je n'ai pas parlé de ça, j'aurais pu en parler plus tôt, le mode HDR sur smartphone. Alors le mode HDR sur smartphone, c'est quelque chose qui va vous permettre surtout de faire des visuels qualitatifs si vous n'avez pas assez de lumière, ou que vous avez quelque chose qui rend un peu fade, un peu jaune. Le mode HDR, c'est un bon compromis. En fait, qu'est-ce que c'est que le mode HDR? Il va prendre, c'est une sorte d'application interne, si je puis dire, de l'appareil photo. Il va prendre d'abord une photo sous-exposée, c'est-à-dire un peu trop sombre, une photo surexposée, c'est-à-dire un peu trop lumineuse, une photo bien exposée, il va assembler les trois pour faire quelque chose qui va garder les meilleures luminosités en fréquence basse lumière, la même chose en haute lumière, pour avoir un rendu optimal. Donc ça, généralement, on l'utilise quand on n'a pas assez de lumière, pour des photos d'intérieur, et pour l'extérieur, ça va nous permettre de valoriser nos visuels sur smartphone quand le soleil commence à se coucher. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui permet d'avoir un rendu un peu plus stylisé et qui vous permettra aussi un petit peu plus de marge de manœuvre sur les logiciels de retouche. Alors après, on a ce qu'on appelle les filtres polarisants, donc qui existent pour smartphone, sur les objectifs de smartphone et également sur smartphone. Donc qu'est-ce que c'est que les filtres polarisants? C'est des filtres qui font un peu effet lunettes de soleil, finalement, qui vont atténuer la lumière ambiante. Donc vous allez me dire, oui, d'accord, mais ça sert à quoi concrètement ces choses-là? Eh bien, ça va être un investissement vraiment intéressant quand vous avez des photos qualitatives à faire en extérieur et qu'il y a par exemple trop de soleil. Vous avez peut-être déjà rencontré cette situation où vous vous retrouvez dehors et vous avez vraiment trop de luminosité. Donc je vous ai fait un petit schéma là sur la droite. Et il faut savoir que dans chaque objectif photo, hein, même sur smartphone, vous avez ce qu'on appelle l'iris de l'objectif photo qui va s'ouvrir et se fermer en fonction de ce que vous souhaitez comme visuel. Donc bien sûr, si vous êtes dans un environnement sombre, on a plutôt tendance à ouvrir cet iris pour laisser l'appareil photo prendre plus de lumière. Et à l'inverse, quand vous avez trop de lumière, trop de luminosité sur une photo, eh ben, vous allez essayer de faire en sorte que cet iris se ferme au maximum pour capturer moins de lumière et avoir une photo qui ne soit pas surexposée, trop blanche. Mais il y a des cas où ça arrivera, hein. Vous avez peut-être déjà rencontré cette situation, vous êtes dehors avec un réflexe par exemple ou un smartphone, vous avez fait en sorte de baisser justement cet iris au maximum, mais voilà, vous avez une photo qui reste totalement surexposée. Et donc pour éviter cette situation, on a justement ce qu'on appelle les filtres polarisants, ce qui va vous permettre d'avoir un iris qui va rester un peu ouvert quand même, et vous aurez une photo bien gérée au niveau de la lumière. Et ça évitera un autre problème, ça évitera aussi les poussières qu'on peut retrouver sur le capteur, ou pour résumer sur un capteur, sur un appareil photo, quand vous enlevez l'objectif, vous allez pouvoir voir le capteur à l'intérieur. Le capteur, c'est la base de la photo, c'est ce qui permet en fait à n'importe quel appareil photo de recevoir la lumière et de prendre la photo. Et bien, des fois, il y a des petites poussières qui s'intègrent sur ce capteur, et si vous n'utilisez pas de filtre polarisant et que vous êtes obligé finalement de baisser l'iris au maximum de votre appareil photo, on va voir apparaître ces petites poussières qui feront un effet grain sur votre photo, et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut. Donc, il y a vraiment un double intérêt pour ces filtres
polarisant. Voilà, je vous ai mis un petit détail. Donc, le capteur, c'est ce qu'on voit là à l'intérieur, le petit rectangle vert. Donc il faut essayer de le nettoyer de temps en temps pour éviter justement ce type de poussière qu'on pourrait voir sur vos photos à forte luminosité. Alors pour résumer cette partie, je dirais que la photo, c'est pas une course contre la montre, donc il faut prendre son temps. Votre travail, c'est pas de prendre la photo, mais plutôt de la créer. Donc, dans presque tous les cas, le premier cadrage, dans tous les cas, ne sera pas le meilleur. Donc il faut vraiment prendre son temps et essayer de trouver l'angle le plus approprié. Essayez de vous déplacer, faites plusieurs prises. Voilà, les photos que vous ferez en plus ne seront pas payantes. Donc n'hésitez pas à prendre beaucoup de photos, quitte à choisir et avoir plus de matière derrière pour les retravailler. Pour résumer les petites astuces, donc déjà micro-positionnez-vous, comme je disais au tout début, par rapport aux positions de votre réflexe ou votre smartphone. Pensez aux règles de composition, essayez de faire des choix francs. Là, en l'occurrence, vous voyez que c'est une photo très symétrique, et c'est fait exprès, c'est assumé. Essayez de rajouter de la profondeur à vos images, donc ça par le biais d'un grand angle, des lignes directrices que vous pouvez analyser sur une vue, etc., etc. Les 3 piliers d'une photo réussie, donc j'en parlais tout à l'heure, donc c'est d'abord une lumière intéressante, ça c'est le plus important, un sujet intéressant et une perspective unique et personnelle. Donc ce sera toujours mieux si vous arrivez à faire ça. Et surtout, les échanges sont profitables. C'est-à-dire qu'après les prises, n'hésitez pas à demander à votre entourage quelles photos pour eux sont les plus évocatrices de ce que vous attendez et ce que vous voulez faire passer comme message à vos internautes. Voilà, je pense qu'on peut reprendre des petites questions, s'il y en a. Oui. Alors, il y a, par rapport à la question de nettoyer son objectif, avec quoi nettoyer le capteur, demande de Nanette. Alors, ça peut être un chiffon, il faut surtout faire très attention à ne pas le rayer, ce capteur, donc prendre quelque chose qui est très doux au contact. Donc, ça peut être un coton-tige, ça peut être un tissu, ça peut être de la soie. Les petits essuie-tout qu'on trouve dans les lunettes marchent aussi très bien. Faut surtout enlever, voilà, c'est des micros, c'est même pas des poussières, c'est vraiment des micro-particules qui se déposent sur le capteur. Aurélie demande quelle est la valeur perçue d'un panorama. Alors le panorama, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc c'est intéressant sur vraiment des grandes surfaces, pour qu'il y ait encore plus qu'un grand angle, une notion d'énorme contraste de visuel. Donc ça peut être intéressant d'utiliser, attention à ne pas en abuser, parce que c'est comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Mais c'est un bon compromis, en tout cas, si vous ne voulez pas investir dans quelque chose comme Pixter, pour justement avoir cet effet grand angle. Une question aussi, le mode HDR existe-t-il aussi sur Reflex? Alors le mode HDR, des fois on entend ce terme-là sur Reflex, mais ça a un peu rien à voir. C'est-à-dire que votre réflexe a un mode enregistré qui permet de reproduire le mode HDR smartphone, c'est-à-dire qu'il va prendre en photo de lui-même en sous-exposé, il va reprendre en photo surexposé, etc. et assembler tout ça. Mais généralement, on n'a pas un rendu très qualitatif. Vous pouvez faire la même chose avec ce qu'on appelle les photos RAW, R-A-W. La plupart des boîtiers performants permettent de faire des photos RAW plutôt que JPEG maintenant, et on va avoir un rendu beaucoup plus qualitatif que ce mode HDR de réflexe. On a encore quelques questions, il nous reste 1 ou 2 minutes. De quelle catégorie fait partie un appareil photo numérique compact? Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'appareils photo. Il y a ce qu'on appelle les réflexes, les hybrides, les bridges, et aussi les compacts. Donc en fait, les compacts, c'est des tout petits appareils photo avec un petit capteur qui n'ont pas d'objectif intégré. C'est-à-dire que les réflexes et les hybrides, ça va être des boîtiers d'appareils photo où l'objectif, on va pouvoir le changer et l'ouvrir pour voir le capteur. Sur les bridges, c'est la même chose, sauf que l'objectif ne pourra pas s'enlever du boîtier. Pour les compacts, on n'a pas d'objectif. L'objectif est directement intégré à l'intérieur de la structure matérielle. Très bien. Et on prend une dernière question avant de clôturer cet atelier. Est-il préférable de prendre un point de fuite à hauteur d'homme ou à 1 mètre du sol? Ah, et ben ça dépend du sujet. C'est assez subjectif comme question parce que ça va dépendre vraiment de l'angle que vous voulez prendre. La meilleure réponse que je pourrais donner, c'est d'essayer plusieurs choses et de voir ce qui rend le mieux. Je dirais pas que
que la meilleure solution est à hauteur d'homme parce que ça va vraiment dépendre du sujet. Eh bien, très bien. Merci pour Voilà. toutes vos questions. On vous donne rendez-vous pour les 2 prochains ateliers, donc toujours sur le thème de la photo et toujours avec Florian. Donc le prochain, c'est lundi, sur retoucher ses photos avec des logiciels gratuits, et mercredi, ce sera sur tout ce qui est ressources gratuites et libres de droit de photos. On vous remercie encore vraiment pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux et voilà, on est très content de faire ces ateliers et de vous proposer ce format. Voilà, donc pour rappel, le replay sera disponible, donc il vous sera envoyé par mail et ce sera à retrouver sur notre site internet avec également la présentation qui est téléchargeable. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci à tous. Du coup, je